Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast La culture en action. Je m'appelle Hélène de Saint-Front et comme tous les harmonistes, je suis là pour partager des histoires de belles entreprises harmonieuses, c'est-à-dire qui ont des convictions fortes, qui assument pleinement leur culture et qui la mettent en pratique au quotidien. Le genre d'entreprise qui donne envie de les rejoindre. Et comme on a la chance de les côtoyer, on voulait vous en faire profiter avec ce podcast. Dans cet épisode, on accueille Jean-Gabriel Levon, le cofondateur de Insect, l'entreprise de petites bêtes qui monte, aujourd'hui membre du Next 40 de la French Tech et surtout leader mondial de l'élevage d'insectes pour l'alimentation animale ou végétale. A priori, un sujet pas très glamour et pourtant, vous allez voir que ça grouille d'idées inspirantes. On va dire qu'on est tous les deux dans une vieille maison normande au coin du feu avec un bon calva. Et non, malheureusement, il fait trop froid pour que les grillons chantent dehors. Bonjour Jean-Gabriel. Salut Hélène, comment vas-tu ? Très bien. Alors, Jean-Gabriel, donc pour t'introduire, pour ceux qui nous écoutent et pour nous raconter aussi derrière l'histoire d'insectes, on va commencer par une métaphore. Si tu étais un insecte, justement, tu serais lequel et pourquoi ? C'est une question que je me pose souvent. Alors, il y a plein d'insectes, mais il y en a trois que j'adore. Il y a la libellule, la coccinelle et le nôtre, le ténébrio molitor, le ver de farine. Le ténébrio, c'est évident parce que c'est un peu mon buddy, quoi. C'est celui avec qui je travaille depuis 10 ans. Donc c'est un peu, je pense, comme un éleveur avec ses vaches, ses cochons ou ses poules. Et puis la libellule, c'est parce que c'est quelque chose qui est assez fascinant. Je trouve c'est un insecte que je trouve magnifique, super grand, super beau, plein de couleurs, etc. Et en même temps, c'est un des plus gros carnassiers qui existent dans une mare. Donc il y a beaucoup d'ambivalence comme ça chez les insectes que j'aime beaucoup. Et puis la coccinelle pour son utilité, c'est un grand chasseur de pucerons, etc. Tout ça que j'aime beaucoup pour protéger mes petits légumes. Voilà. Beau, utile et amical. C'est très bien en termes de définition. C'est ça. Et si tu faisais le même exercice, mais cette fois-ci pour Insect. Pour Insect. Comment tu décrirais Insect à travers des insectes? Je dirais, j'ai envie de prendre une cigale qui a un cycle super long de dizaines d'années. En gros, elle vit tous les 10 ans. C'est-à-dire que le temps que l'insecte se développe, ça fait à peu près 10 ans. Et c'est un peu ça, Insect, parce que c'est des cycles qui sont vraiment sur le moyen long terme. Tous les projets qu'on développe, c'est vraiment des projets de territoire. Construire une usine, influencer ses fournisseurs, ses clients, transformer la vie des gens, etc. C'est des choses qui sont vraiment sur le long terme. Donc j'ai envie de prendre un insecte comme ça. Je vais prendre la cigale qui a un cycle assez long comme ça. Très bien. Qui va chanter tout l'été. Exactement. Alors justement, tu parles de influencer la vie des gens, etc. Qu'est-ce qui vous a animé au départ pour lancer ce projet? Alors, avec mes cofondateurs là, on vient tous d'horizons assez différents d'un point de vue formation. Il y a 3 ingénieurs, mais dans des domaines différents. Moi, je suis plutôt généraliste. Fab, il est plutôt informatique et Antoine est plutôt agronome. Et puis Alexis, qui lui vient de l'ESSEC. Donc des profils très différents. On a dans des boîtes assez différentes, pas mal dans l'énergie, mine de rien. Il y avait GDF, Schlumberger et Total de base. Et en fait, ce que je pense ce qui nous a rassemblés, c'est vraiment la recherche de sens. C'est-à-dire avoir un job qui a du sens, pas juste un job qui fait gagner des sous, quoi. Parce que c'était pas, je pense que c'est toujours pas le cas. C'est pas des choses qui nous font rêver, quoi. Ouais. Et du coup, c'était cette recherche de sens, de rêve, de contribution au monde, quoi, qu'on a été rechercher. Je pense que de plus en plus, je trouve je vois un petit peu 2 profils d'entrepreneurs qui fonctionnent. C'est les entrepreneurs businessmen et puis les entrepreneurs plus qui se basent sur le sens. Et nous, je pense qu'on fait plus partie de la catégorie d'entrepreneurs qui se basent sur le sens, quoi.
Alors justement, pour élaborer sur ce sens, quelle est la raison d'être de Insect? À quoi vous voulez contribuer? Alors, ouais, chez nous, on a. Alors, c'est peut-être le process original. Je t'avais dit qu'on n'avait pas forcément de process méga original dans la boîte entre parents, hein, mais en fait, si, on a peut-être un qui est original. C'est justement la manière dont on définit notre raison d'être et nos valeurs. Depuis le début, on maintient un petit rituel sur le fait de remettre sur la table très régulièrement notre raison d'être et nos valeurs. Dans le sens, on considère que c'est pas quelque chose qui est fixé et qu'on veut voir changer, évoluer, parce que le monde change et évolue. Et puis aussi l'équipe change et évolue, quoi. Enfin, il y a encore 3-4 ans, on était 25-30 dans la boîte. Là, d'ici la fin de l'année, on devrait être 250, qui viennent de tous les horizons, sociaux, formation, pays du monde possible. Enfin, c'est vraiment très très divers chez nous. Donc c'est hyper important en fait de pouvoir remettre sur la table ça, et puis que chaque personne qui arrive puisse avoir quelque part la possibilité de contribuer à pourquoi la boîte existe, quoi. Ça, je trouve que symboliquement, humainement et pratiquement, c'est hyper important. Et du coup, comment est-ce que concrètement vous la challengez? Là, tu dis on la challenge régulièrement. Comment ça se passe? Et du coup, qu'est-ce qui est ressorti du dernier opus? On a eu peut-être 3 ou 4 fois déjà depuis la création de la boîte des journées où on dit voilà. Alors au début, on pouvait rassembler tout le monde. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de rassembler tout le monde. Mais on pose vraiment la question, pourquoi la boîte existe? Et puis si à la fin de la journée on sait pas pourquoi, on ferme la boîte, quoi. Parce que si on sait pas pourquoi la boîte existe, elle existe pas, quoi. Et ce pitch-là, alors qui est assez rigolo, hein, qui est assez challengeant. Pour l'instant, on n'est jamais arrivé avec une journée à la fin où on a dit on ferme la boîte. Mais c'est pour aussi marquer un peu les esprits en disant que savoir pourquoi on existe. Quite literally, comme disaient les Anglais, c'est si on ne sait pas pourquoi, on n'existe pas, quoi. C'est une question existentielle, quoi. Enfin, au sens propre, quoi. Et qui va prendre la décision finale s'il y a différentes propositions qui sont faites? Souvent en fait ça part vraiment dans tous les sens. Il y a énormément d'échanges, etc. Et peut-être que ce qui est le plus intéressant finalement, c'est d'en parler plutôt que d'avoir un phrasé exact. Alors ça me fait marrer en ce moment là. Je suis en train de faire un tour de à peu près 25% des gens de la boîte là que j'ai tiré au sort pour leur poser justement la question. À ton avis, c'est quoi les valeurs de la boîte? Qu'est-ce que tu penses de la raison d'être? Un petit peu pour sonder si c'est le moment ou pas de relancer de remettre une pièce dans le process de on redéfinit qui on est et comment on veut être. Et c'est rigolo, il y a personne qui était capable de me citer les valeurs de la boîte. Si je dis une connerie, il y a une personne qui a réussi à me citer les 5. Mais moi-même au début quand j'ai commencé, je les connaissais pas en fait. Ce que je trouve in fine plus intéressant et plus riche, c'est de réfléchir à c'est quoi les valeurs de la boîte aujourd'hui, plutôt que de réciter par cœur un truc qu'on a appris, quoi. Ouais. Ça a pas trop de, je trouve que c'est beaucoup plus vivant de réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et pas ailleurs, que de simplement plaquer un texte qui a peut-être été écrit il y a longtemps. Par exemple, le changement de valeur le dernier changement de valeur et de raison d'être on l'a fait en début 2019. Donc c'était avant le Covid, c'était avant plein de choses. Donc le monde a déjà changé en fait. Et c'est vrai que quand on relit le set de valeurs, il y a des trucs où on se dit ça c'est toujours nous, puis il y a des trucs où on se dit ça en fait c'est daté, quoi, c'est old. Donc est-ce que c'est très intéressant de faire apprendre par cœur à tout le monde quelque chose qui est déjà daté et old? Je suis pas sûr. Ouais. Alors justement le fameux passage du Covid, qu'est-ce que ça a révélé chez vous sur votre culture? J'ai pas répondu à ta question. Comment on fait qui décide en fait la plupart du temps, c'est une fois qu'on a fait la journée, il y a un petit groupe qui s'auto-désigne, qui fait une synthèse, qui fait une propale. Après ça passe. Donc nous on a toujours Comex et Codir. Le Comex dit je suis ok avec ça pour appliquer pour en créer une stratégie, et puis c'est parti.
C'est comme ça que ça se Ok. fait très très simplement, quoi. Très simplement. Ouais. Mais encore une fois, on n'est pas attaché au mot près, quoi. Enfin, ça a plus été de vivre la journée qui est important. Ouais, tout à fait. Du coup, oui, ce que je te disais, c'est comment est-ce que justement le Covid, qu'est-ce que, et comme ou d'autres situations de crise que vous avez pu avoir, hein, qu'est-ce que ça a révélé chez vous, et en quoi justement avoir travaillé en amont sur pourquoi on est là, qui on est, etc., en quoi ça a pu vous aider pour passer ces moments-là. Bah, je pense que ça nous aide dans une certaine candeur et simplicité à aborder ces sujets-là, quoi. Dans la posture, quoi, disons. Après, je pense que comme tout le monde, au bout d'un moment, ça fait chier, quoi. Le fait de pas pouvoir, non, mais c'est vrai. Enfin, le fait de pas pouvoir aller prendre des cafés, aller boire un coup à la sortie du bureau, simplement voir à la tête de quelqu'un s'il va bien ou pas bien, parce que tu regardes au-dessus du bureau ou tout ça. Enfin, autant j'adore le télétravail et je suis super content qu'on soit aujourd'hui en Normandie autour d'Anticaba, mais voilà, quoi. C'est pas enfin voilà, je dis souvent que 100% d'une bonne idée c'est une catastrophe. 100% de télétravail c'est dur, quoi. Voilà, autant je trouve que on avait déjà une politique de télétravail dans la boîte où on a un compte en fait alors tu peux choisir, c'est soit un jour par semaine, et dans ce cas-là c'est écrit dans ton contrat, soit c'est 25 jours dans l'année que tu peux poser un peu quand tu veux, de la même manière que tu poserais des RTT ou des choses comme ça. Toujours en accord avec ton équipe, hein, évidemment. Mais on avait déjà ça, et en fait on a juste le Covid ça nous a fait booster ce truc là. Au niveau des outils, on hésitait à jumper un peu en termes de gamme d'outils. On a fait le saut, maintenant on est sur Teams, et ça marche vraiment du feu de Dieu. Enfin, c'est hyper adapté à ce qu'on fait. Donc ça c'est plutôt cool, mais voilà, je pense que non, il y a de la fatigue, quoi, puis de se dire que ce mode de fonctionnement là il va encore devoir durer tout 2021, quoi, parce que je crois pas trop à une sortie de crise avant l'été, hein, très clairement. Ouais. Ouais, faut réinventer des trucs. Les workshops qu'on faisait, on peut pas les faire. Les rassemblements de tout le monde pour célébrer ce qui s'est passé, on peut pas les faire. Ça commence à taper, quoi. De la reconnaissance, etc. Tout ça, mais bon, je pense que tout le monde est à la même enseigne aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est spécifique à Insect, quoi. Je pense vraiment que c'est tout le monde qui fait face à ça. Après, nous, on a de la chance d'avoir une activité qui dépend pas trop de ce contexte-là, dans le sens où on crée des usines et on crée de la nourriture. Donc, notre activité est pas trop impactée comme peut l'être le milieu de la culture ou du restaurant. On n'accueille pas du public, quoi. Bien sûr, ouais. Effectivement, les bêtes ont toujours besoin d'être nourries. C'est ça. Pour revenir du coup à justement ce qui vous rend unique chez Insect, je voudrais que tu nous parles un peu de ta rencontre avec l'Opale, le teal, ouais. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, qu'est-ce que vous expérimentez, vous mettez en place des 3 principes que tu peux rappeler de fonctionnement d'une organisation entre guillemets opalisante. Ouais, alors moi la rencontre de ces sujets-là, parce que on parle de l'Opale, ce que j'ai envie de dire, c'est presque pour moi c'est peut-être le plus abouti en termes de description. Enfin son fondateur c'est un ancien consultant de chez McKinsey, donc du coup il sait bien expliquer et faire des trucs missi à la McKinsey, quoi. Mais ce que j'ai eu besoin à un moment, c'était de comprendre le lien qu'il y avait entre la complexité d'une organisation et la complexité des problèmes que l'organisation était capable de prendre en charge. En fait, dans l'organisation, on est tombé sur un problème que notre organisation savait pas prendre en charge, qui était un burn-out d'une de mes collègues. Et du coup, ça m'a frappé que, en fait, on considère que le problème ne faisait pas partie du domaine de l'entreprise. C'est-à-dire que
le réflexe avait un peu été de se dire, bah non, bah c'est un burn-out, bon, bah les burn-out, c'est la personne qui était pas taillée pour, et puis, bah tant pis, quoi. Mais cette réaction, classique, j'ai envie de dire, enfin, on dirait orange, dans le mode Opal, en fait, elle nous a pas plu. Enfin, enfin, à moi personnellement, mais aussi collectivement, on disait, il y a un truc qui sonne faux, quoi, là-dessus. C'est pas logique. Alors, du coup, en creusant ça, en déroulant ça, je suis tombé sur ce truc-là où il disait, ben, en fait, une organisation peut pas gérer un problème qui n'est pas de son degré de complexité, quoi. Et vu que notre organisation considérait pas que le burn-out, ça faisait partie de ses problèmes, bah, elle savait pas le gérer. Et à partir du moment où on s'est dit, bah non, c'est notre problème aussi. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas 100% notre problème, mais c'est pas 0% notre problème non plus, quoi. Donc, comment ça se fait, par exemple, que bah, des personnes qui partent en burn-out, il y a des signes avant-coureurs. Comment ça se fait qu'on ne les a pas vus? Comment ça se fait qu'on n'a pas été sensible à ça? Et en fait, c'est en déroulant cette pelote-là que bah, je suis tombé sur Laloux, sur l'Opal, sur la théorie intégrale, sur la théorie U, etc. Sur un groupe aussi de discussion maintenant que je suis depuis 3-4 ans là, qui s'appelle Open Opal, qui est vachement bien. En tout cas, qui me fait rencontrer plein de monde, et ça c'est cool. Voilà. Comment ensuite ça a décanté dans la boîte? Bah, je pense ce que j'ai décrit sur les valeurs, la raison d'être, clairement ça vient de là, quoi. Ce savoir pourquoi on est là, qui en fait est beaucoup plus complexe et puissant que de savoir comment on fait. Comment on fait, c'est vachement important dans une boîte, mais quand on sait en plus pourquoi on est là, ça ouvre des niveaux de complexité qui sont encore plus importants, quoi. Voilà. Je pars peut-être un petit peu trop en truc fumeux. Effectivement. Non, pas du tout. Donc, c'est effectivement un des 3 principes de l'Opal, c'est effectivement cette notion du sens, du purpose, du pourquoi. Donc, effectivement, c'est important d'avoir su le poser et de le poser régulièrement. Non, ça, je pense aussi que c'est un vrai changement personnel, quoi. Enfin, dans toute cette littérature, on insiste beaucoup sur le fait que les changements d'organisation, ça passe avant tout par les changements de chaque personne de l'organisation, en fait. Comment elle vit la chose et qu'est-ce qu'elle a envie d'y apporter. Et moi, ça m'a beaucoup fait évoluer là-dessus. Je pense que en 2012-2013, je pense que j'avais un management qui était beaucoup plus autoritaire, moins sensible, moins à l'écoute, et peut-être moins aussi dans la confiance. Voilà, c'était plus le bon, c'est la théorie X et Y là qui dit que c'est des cercles vertueux qui s'enclenchent sur la confiance engendre la confiance et la peur engendre la peur. Et je pense que je suis un peu passé d'un management de la peur à un management de la confiance. Et ça, en fait, une fois qu'on a fait ce switch là, c'est très compliqué de revenir en arrière parce que c'est tellement plus vivant, puissant, enrichissant le management par la confiance que bah, une fois qu'on a mis le pied dedans, enfin, on a compris que c'était l'endroit où être, quoi. Et justement, alors par rapport à ce management par la confiance, quel mode d'organisation vous avez mis en place? Quelle gouvernance? Plutôt la ruche, la fourmilière? Bah, alors, ça va peut-être être paradoxal par rapport à tout ce que j'aime dire, mais je pense qu'au niveau organisationnel, c'est vraiment très classique ce qu'on a mis en place. C'est pas très enfin voilà, c'est management hiérarchique classique. On suit vraiment le code du travail qui alors c'est peut-être bizarre d'entendre un patron avec des gros guillemets dire ça, mais le code du travail est super bien foutu. En France, enfin on vient de passer Bicorp là cette année. Et c'était impressionnant les questions Bicorp où je me disais mais pourquoi c'est une question ça? Et en fait, bah, je me suis rendu compte que le code du travail nous classait dans la catégorie Bicorp bons élèves mécaniquement. Waouh, juste en respectant les lois. Et en fait, en lisant les questions, je me disais ah oui, en fait, waouh, ça m'a vachement fait prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir un code du travail qui est bah, une somme d'évolution qui s'est faite sur plusieurs centaines d'années, quoi. Sur comment travailler en bonne entente entre nous, quoi. Et en fait, c'est de la richesse, ce code du travail là, quoi.
Donc voilà, il y a un côté un petit peu aussi d'humilité il y a peut-être pas entièrement tout du XXe siècle qui est acheté. Même si côté environnemental, on pourra se poser des questions. Mais en tout cas, côté social, non, il y a des très 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 belles constructions qui sont à reprendre. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas questionner et se dire qu'est-ce qui vraiment est adapté à nous. Ça c'est clair, faut se poser la question là. On a une super équipe aussi au CSE chez nous qui fait vraiment bien son taf. Enfin, il y a une vraie qualité de travail sur comment on a envie de bosser ensemble là-dessus. Il y a un vrai travail aussi qui est fait sur voilà, pas entretenir de tabous ou de sujets qui ne sont pas discutables parce que je sais pas quoi. Donc c'est chouette. Enfin, moi je suis vraiment content de voir ça se développer quoi. C'est vraiment ça. Donc je pense c'est peut-être finalement un esprit de simplicité par rapport à ce sujet-là et puis un côté bon c'est pas grave et puis on va le faire avec le sourire qui se développe petit à petit en se disant on peut prendre du recul et faire ce qu'on a envie de faire, pas plaquer une organisation parce qu'on doit la plaquer quoi. C'est ce côté voilà que j'aime beaucoup dans la théorie Opal du evolutionary purpose qui en plus s'applique super bien à une entreprise en croissance forte comme la nôtre où des fois ça tangue clairement parce que les projets sont durs, parce que l'équipe grossit très vite, parce que des fois voilà maintenir le sourire des fois c'est un sacerdoce quoi mais c'est important enfin, cet esprit de simplicité je pense qu'il apporte beaucoup le fait de pouvoir voilà moi on me dit souvent que je suis accessible dans la boîte je suis content alors, je trouverais bizarre en fait de pas l'être. Effectivement, on va dire que dans une boîte qui travaille sur les insectes, c'est important de s'assurer que les gens n'ont pas le cafard. Excellent, avec ça. Et ce qui va avec cette notion aussi de wholeness, d'essayer de permettre aux gens d'être vraiment eux-mêmes, et donc du coup d'avoir ce sourire après, authentique. Le cafard, faut pas non plus le jeter, quoi. Enfin, ça a quand même inspiré 12 antibiotiques. Parce que, bref. J'enlève ma casquette de geek de l'insecte. Tout à fait. Et en termes de gouvernance, parce que c'est un truc moi qui m'a toujours frappé quand je discutais avec toi, c'est le temps. La plupart des dirigeants d'une boîte qui a levé globalement 300 millions et qui est en train de doubler de taille sont complètement sous l'eau. Comment t'expliques que ce soit pas le cas pour toi? Alors, en ce moment, je suis pas sous l'eau, c'est clair. Il y a des moments où je l'ai été, notamment quand on a démarré l'usine à Dole. Voilà, j'ai passé 2 ans bien sous l'eau, ouais, clairement. Puis pas tout seul, avec toute l'équipe de démarrage, etc. Donc voilà. Après, je pense que c'est aussi un positionnement personnel de relation au travail. Je sais pas si c'est lié forcément à Insect, mais moi je sais que je suis incapable de bosser toute la nuit longtemps. Parce que je deviens de moins en moins efficace et à la fin j'avance plus quoi. Donc c'est pas là c'est plus je me connais moi et je sais que un mode de travail où je peux pas être déconnecté, je peux pas ça me convient pas quoi. Genre ça fait 6 ans que j'ai plus mes mails sur mon téléphone. Et ça fait 2 ans maintenant que j'ai déconnecté absolument toutes les notifications, même les petites pastilles là qui arrivent sur le téléphone, je les ai plus. Parce que ça me correspond pas. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois que j'explique aux gens que non, le seul endroit où j'ai mes mails c'est sur mon PC quand je l'allume, ils disent comment ça se fait, etc. On a l'impression que tu réponds au tac au tac. Je fais ouais, mais t'as pas besoin de répondre à 20h30. Voilà, donc ouais, je sais pas trop comment te répondre à ça, comment je fais pour avoir du temps. Je pense que je le prends, tout simplement. Oui, et d'une certaine manière, ça veut aussi dire par rapport à ce que tu disais sur la confiance, que vous avez mis suffisamment de choses en place pour que tu puisses déléguer et faire confiance pour que à 20h ou à 19h30, tu te dises ok, j'ai plus besoin de regarder mes mails. Alors, et j'ai toujours eu du mal avec ce mot déléguer. Enfin, moi je délègue jamais rien.
C'est moi je partage, je partage l'autorité. Donc quand je partage, bah c'est partagé quoi. Dans partager, il y a vraiment une notion de on a découpé quelque part. Puis après, bah c'est le sujet de l'autre quoi. C'est pas bien. Si l'autre a besoin d'aide, machin, aucun problème. Enfin, je suis dispo. Mais c'est plus à moi d'en avoir la charge mentale pour reprendre l'image. Voilà. Enfin, par exemple, sur tous les sujets de levée de fonds de Insect, c'est vraiment Antoine qui a géré le truc. Bah je lui fais confiance quoi. Puis dès qu'il a besoin de moi, aucun problème, je suis là pour faire quoi qu'il faut qu'il passe. Mais s'il y a pas besoin de moi, bah il y a pas besoin. Et enfin, voilà, si je me suis associé avec lui, c'est parce que je lui fais confiance, sinon je ne serais pas associé avec lui. Très clair. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Enfin, sinon, ouais, si on s'imagine qu'avec un seul cerveau, on est capable d'avoir la complexité d'un réseau d'une centaine de cerveaux dans la tête, c'est utopique, quoi. En tout cas, c'est sûr qu'on part en surchauffe et qu'on y arrive, enfin, qu'on crame, quoi. Mais je trouve que c'est pas sain. Ouais. C'est une très bonne philosophie de rapport au travail. Sur la... Non, après, effectivement, je pense que c'est aussi lié à mon rôle, où moi, j'ai vraiment un rôle d'entrepreneur défricheur. Donc moi, j'ai besoin aussi de temps pour réfléchir au sujet, pour rentrer dans d'autres sujets, pour aller faire des formations, pour aller rencontrer des gens, pour comprendre comment on peut enrichir l'écosystème d'insectes, etc. Et ça, t'as besoin de temps, quoi. C'est pas des trucs que tu peux faire efficacement si t'es constamment dans des sujets qui te prennent absolument tout ton temps. Je fais mal mon taf. C'est sûr que, comme on dit dans les principes du forum ouvert, it starts when it starts, quand il s'agit d'innovation ou de créativité. C'est pas en décidant que ce sera de 9h30 à 10h. Alors pour revenir sur la partie raison d'être donc parce que avec tout ce teaser, on l'a toujours pas entendu en fait, la raison d'être. Alors c'est peut-être un petit une tentative de ne pas avoir à la dire parce qu'il faut que tu l'aies sous les yeux pour la lire. Celle qui est en tout cas officiellement sur votre site internet. Aujourd'hui, hein, parce que comme ça évolue. En gros, c'est réinventer la food chain, donc la manière dont on se nourrit, de façon durable, de façon saine, de façon bonne aussi. Ça c'est vraiment le cœur. J'ai oublié la santé, très important chez nous. Le côté faire des aliments qui sont bons, sains, durables et qui te maintiennent en bonne santé. C'est-à-dire que si on fait de l'alimentation qui te rend malade, c'est pas intéressant. Donc ça c'est la raison d'être un peu classique qu'on a aujourd'hui. Je pense que chez nous il y a aussi quelque chose, mais qui est pas écrit dans la raison d'être aujourd'hui, mais qui est très fort dans la culture, c'est le côté avec le sourire. C'est très important. Enfin, il y a une formulation là qui m'a bien plu là récemment. C'est le projet fou de nourrir la planète avec le sourire. Il y a un peu de ça. Je pense en tout cas, il y a toujours le nourrir qui est présent, que ça soit les plantes, les animaux, les humains, etc. Il y a toujours le côté exploration, le côté jeu, le côté in fine, on fait quand même des élevages géants de scarabées automatisés, quoi. Ce qui est complètement débile quand on y réfléchit, mais qui est fun. Enfin, il y a un côté très lumineux là-dedans. Il y a toujours et puis il y a ce côté ce côté sourire, dans le sens je parlais de la simplicité peut-être, ce côté de même si c'est un sujet important, il n'y a pas besoin que ça soit grave et triste, quoi. Ça peut être c'est un sujet léger et qui fait sourire de se dire qu'on va réfléchir à comment bien manger et prendre soin de notre environnement en même temps. C'est très positif et je pense que c'est un élément discret mais qui est assez costaud chez Insect. Ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça apparaît pas explicitement dans la raison d'être qu'on affiche, mais c'est vrai que
Aujourd'hui, c'est peut-être une raison d'être qui est plus un outil de communication que vraiment ce qui est vécu, enfin un outil de communication externe, j'entends, plus que ce qui est vraiment vécu en interne, parce qu'il y a toujours quand on parle à l'externe, on peut pas utiliser notre vocabulaire, notre manière d'être qu'on a forcément en interne, mais c'est pas grave, c'est juste comme ça, quoi. Bien sûr, ce qui compte, c'est effectivement ce que vous vivez en interne. Voilà, c'est ça qui pareil, en ce moment, on dit qu'on a une usine qui est carbone négative. Alors, en termes de com, c'est très bien. Mais après, elle n'est pas carbone négative au sens où c'est un puits de carbone qui bouffe du carbone. Hein. On émet toujours 10 fois plus que ce qu'on séquestre. Par contre, elle est négative dans le sens où par rapport à l'état de notre industrie en 2015, notre techno fait qu'on a déjà réduit de 20% les émissions de carbone de l'industrie. Voilà. C'est dans ce sens-là que c'est négatif. C'est dans le sens où ça retire. C'est-à-dire le total impact, l'impact total de vos activités va... Mais pour respecter l'accord du GIEC, il faut qu'on diminue de 70%. Hein. Le GIEC de degrés, c'est 70%. Donc on a encore 50% à aller chercher d'ici 2050. Quoi. Donc c'est pas encore gagné. Ouais, effectivement, il y a encore du boulot. Alors justement, cette notion d'impact, donc déjà c'est ton titre, hein, Chief Impact Officer, et comment est-ce que vous essaimez, vous utilisez justement votre raison d'être, vous appuyez dessus pour faire évoluer d'autres acteurs de votre chaîne de valeur, de l'agroalimentaire. Comment est-ce que vous êtes aussi ouais, en fait, je pense qu'on a un côté, assez engagé finalement chez Insect. Il y a un truc au niveau social, par exemple, impact social qu'on a fait, c'était le congé parentalité, pour que les papas aient autant de congés que les mamans. Donc ça a super bien marché. Et donc maintenant, c'est vraiment, voilà, on a régulièrement des papas qui partent en congé paternité, quoi, mais des vrais, quoi. Enfin, pas les 2 ou 3 jours. Voilà, c'est ça. Pas 10 jours. Vrais, quoi. Et donc ça, c'est assez marrant. Et puis ça, mine de rien, ça a fait des idées parce qu'on est dans les réseaux Next 40, etc. Tout ça. Ça a pas mal donné d'idées à d'autres. J'ai eu pas mal de potes entrepreneurs aussi qui m'ont dit vous pourriez pas m'envoyer la note de service, j'ai fait la même chose chez nous, quoi. Et finalement, ça a abouti jusqu'à en juillet prochain, il y a une loi qui passe pour vachement allonger le congé des papas. Et puis qu'il y a aussi un super progrès par rapport à toutes les problématiques qu'on peut entendre sur les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants, qui peuvent avoir des difficultés à l'embauche parce que tu comprends, voilà, c'est tendance, ça va pas le faire. Là en fait maintenant ça marche aussi pour les papas chez nous. Donc on va voir si on se fait embaucher plus de vieux, je sais pas. Enfin, faut pas dire vieux, faut dire senior. Mais ça pour le coup, c'est un truc où je suis assez content. Alors je sais pas pourquoi c'est ce sujet-là qui est arrivé. Sans doute parce qu'Antoine a eu 2 enfants et il s'est dit, c'est scandaleux que je puisse pas passer plus de temps avec mes enfants parce que je suis un mec, quoi. Parce que c'est pas forcément un sujet, qui est plus évident qu'un autre pour Insect, mais en tout cas voilà, ça c'est le genre de truc qu'on a fait et qu'on a vraiment déroulé jusqu'au bout. Ça c'était cool, je suis assez content de ça. Et puis côté environnement, on commence aussi à faire des choses. Alors le truc là qui est en train de gagner en puissance et qu'on a vraiment fait cette année et qui va vraiment se déployer l'année prochaine, c'est la comptabilité carbone totale. Donc maintenant on a une compta analytique en euros et on a une compta analytique à la même granulométrie, à la même vitesse en tonnes de CO2 équivalent, donc sur le changement climatique. Donc ça c'est assez chouette, ça on est assez content. Cette année je devrais faire la même chose mais avec les comptes de biodiversité, donc en PDF par mètre carré par an, parce que c'est ça l'unité pour la biodiversité. Donc voilà, donc ça c'est des choses comme ça qui nous aident vachement parce que les LIC en euros ne t'aident pas à savoir où est ton impact sur des axes comme le changement climatique ou la biodiversité. Ça c'est vraiment des analyses de cycle de vie qu'on fait depuis 5 ans qui permettent de faire ça. Et du coup ça influence, quoi. Ça influence. Donc voilà, sur la gouvernance on avance vraiment bien. Le B Corp nous a beaucoup aidé là-dessus. Donc là ça y est, on a eu B Corp officiellement là depuis octobre. Et là on est en train de faire les démarches et on est en train de lancer la discussion là en interne sur passer entreprise à mission. Donc voilà, donc on est en train de réfléchir qu'est-ce que ça va être notre mission. Je pense qu'il y en aura une sur sourire, je pense qu'il y en aura une sur nourrir.
Mais voilà, on va voir ça. Et ça en termes de gouvernance, c'est génial parce que ça permet à un comité avec des gens qui ne font pas partie de la boîte vraiment, quoi, d'avoir un accès direct au board sur lequel ils peuvent s'auto-saisir quand Insect est en train de dévier de sa raison d'être ou de ses missions. Donc ça, c'est vachement intéressant en termes de gouvernance. Bon, c'est un peu technique. Ouais. Hein. Je sais pas si pour l'instant ça parle encore à tout le monde en interne ou que tout le monde voit les implications que ça a en termes de gouvernance. Mais enfin bon, moi pour le coup, voilà, ça fait 10 ans que je suis dans le board d'Insect, je vois vraiment l'intérêt de ce genre de démarche. Et ce qui est génial chez Insect, c'est qu'en plus nos investisseurs nous suivent là-dessus, quoi. Enfin, quand j'avais présenté le fait qu'on allait peut-être devoir changer les statuts pour devenir Bicorp, je m'attendais à une réaction un petit peu, je sais pas, au moins dubitative ou des choses comme ça. La réaction que j'ai eue des investisseurs, c'était ah bah enfin, quoi. Ok, cool. donc c'est bien. Non, ça c'est, je suis très content qu'on ait aussi une brochette d'investisseurs qui soit vraiment en attente et engagés avec nous sur le côté impact, que ce soit environnemental ou social, quoi. Ça c'est bien. Et c'est important parce que si ça suit pas au niveau de la direction, ouais, si ça suit pas au niveau des investisseurs, bah ce genre de démarche ou d'état d'esprit, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Donc c'est un équilibre fragile, mais ça vaut vraiment le coup de passer du temps à le maintenir, quoi. Alors justement, quel peut être selon toi le plus gros challenge pour incarner une mission, pour vraiment aller dans ce sens on a une raison d'être et on veut la vivre. Peut-être tout simplement c'est les blocages mentaux qu'on peut avoir. Se donner l'autorisation de faire quelque chose. Se donner l'autorisation d'être un petit peu différent. Se donner l'autorisation de faire ce qu'on a envie de faire. Se donner l'autorisation de s'écouter. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Je dis pas que j'y arrive tout le temps. Non. Mais tu sembles être quand même sur la bonne voie. C'est un chemin qui finit jamais, quoi. Alors pour justement en inviter d'autres, hein, puisque vous avez cet engagement chevillé au corps. Puis des fois on se plante, hein. Des fois on fait des trucs qui ne ressemblent pas. Hein. Enfin, ouais. C'est pas... Mais au moins ça grouille d'idées. Ouais. Alors pour terminer, quel message tu voudrais justement faire passer à d'autres dirigeants ou à d'autres entreprises qui voudraient aussi s'engager, qui voudraient aussi poser et vivre une mission, une culture. Qu'est-ce que tu leur dirais? Là où j'habite, c'est à 25 km de la ferme du Bec-et-Loing, qui est une des grosses références agroécologie, écoculture, comme ils disent chez eux, permaculture, etc. Tout ça. Y a un principe que j'aime beaucoup chez eux, c'est le côté commencer petit mais très intense. Je trouve que c'est la bonne démarche. Ça sert à rien de partir dans l'entièreté d'un coup, commencer tout petit, puis ensuite comme des oignons, on rajoute des couches, quoi. Comme un projet informatique, quand même. Mais faut vraiment commencer petit, intense et laisser le temps, quoi. Enfin voilà. C'est un truc peut-être qu'on se rend moins compte quand on est quand on est toujours dans la vitesse, etc. C'est en fait on a le temps sur ces sujets-là. Et d'ailleurs il faut du temps, sinon ça prend pas vraiment. Enfin voilà. Donc je dirais ça, ouais. Petit et intense. Ouais. Ok, super. Petit et intense, comme les insectes. Exactement. Petit et riche en protéines. Merci beaucoup Jean-Gabriel pour ce témoignage. Donc moi j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. Non, c'était passionnant. Au contraire, on retient cette notion effectivement d'un sens, d'un pourquoi qui est partagé, qui est revisité et co-construit régulièrement avec tous les salariés. Une organisation. Un maximum en tout cas, parce que c'est vrai que quand on est beaucoup. Ouais.
un maximum. Une organisation qui est simple, avec cette notion d'humilité, toujours ce sourire au centre, et puis une entreprise qui est engagée non seulement en interne, mais qui va aussi entraîner d'autres dans son sillage, avec cette notion de temps long. Donc vraiment de laisser du temps, et de se challenger, d'expérimenter. Donc c'est autant de petites graines, j'espère que tu as pu semer et que d'autres pourront faire pousser autour. On souhaite à la cigale, du coup, de continuer à chanter et à danser pendant Bon, de nombreuses décennies. ça, on va essayer d'être de plus en plus nous-mêmes. Et en tout cas, ouais, merci beaucoup pour tout ça et à très bientôt. Ça marche. Ciao. Merci à vous pour votre attention. Si ce podcast vous a intéressé, je vous encourage fortement à écouter d'autres épisodes d'entrepreneurs et d'entreprises inspirants et inspirés. Et surtout à partager et à vous mettre en action en expérimentant certaines des idées que vous aurez pu glaner. À bientôt. Merci.